Bonjour à tous, bienvenue à notre cycle de conférences du RRA. Le coordinateur du cycle de conférences va introduire en vous présentant un petit peu les prochaines conférences, d'en dire un mot, et puis ensuite je présenterai nos invités. Filippo Delano. Oui, bonjour à tous, bonjour à Tommaso, bonjour à William et bienvenue à notre conférence de ce soir. Alors, je vais prendre vraiment 2 minutes, 2-3 minutes pour vous rappeler que en tant que RRA, on a depuis cette année une page Facebook, une page LinkedIn, une page aussi Twitter, une chaîne YouTube et le site internet de l'UPGV, donc Université Picardie Jules Verne. Et sur ces sites, vous pourrez trouver vraiment toutes les informations sur les conférences passées, y compris les prises vidéo. Première chose, on aura très prochainement un site internet consacré peut-être soit une page Wikipédia, soit vraiment un site internet consacré au RRA qui devra nous permettre de renforcer et encore augmenter tous les liens parmi les chercheurs, les collègues et nos invités. Et donc, je vous rappelle seulement la prochaine conférence qui sera le 18 mai 2021 et qui aura comme invité Bruno Schwat, qui est professeur de littérature française et directeur du Centre d'études sur la Shoah et les génocides à l'Université du Minnesota, qui nous parlera des rapports entre la musique et le racisme. Et une fois que cette conférence, celle de ce soir, sera mise en ligne, sera donc accessible, vous aurez tout de suite l'affiche avec les informations de notre prochaine conférence. Voilà, je pense que j'ai tout dit, Céline. Merci beaucoup, Filippo. Voilà. Donc, je vais présenter nos invités. Tommaso Vitale est donc maître de conférence, professeur associé de sociologie. Il est aussi chercheur titulaire donc à Sciences Po Paris et il est directeur scientifique du master Gouverner une grande métropole à l'école urbaine. Alors, ses thèmes de recherche principaux s'inscrivent dans les champs de la sociologie urbaine et de la sociologie politique. Il a publié des ouvrages et des articles sur les conflits et les changements urbains, sur la ségrégation spatiale, sur la planification des services sociaux et sur les élites et la gouvernance locale de la restructuration industrielle. Il est également membre du réseau de recherche Urba-Rome. Vous nous direz, Tommaso, si j'ai oublié quelque chose. William Bila, donc, voilà, qui n'apporte pas le nom là, c'est un lien d'usurpation. William Bila, donc nous l'invitons au titre de ses fonctions en tant que président de l'association La Voix des Roms. Et vous êtes par ailleurs consultant indépendant. Si je peux me permettre effectivement de donner cette précision aussi, vous êtes né, vous avez grandi aux États-Unis dans une famille slovaque et rome. Voilà. Alors, vous allez tous les deux nous permettre de comprendre, c'est le titre de votre conférence, de comprendre le racisme anti-rome. Et c'est vrai que déjà rien que le titre, peut-être vous pourrez aussi nous préciser si on peut parler effectivement de racisme anti-Rome, ou alors certains évoquent plutôt l'anti-tziganisme. On a souvent ces deux appellations. Bon, est-ce que voilà, on peut parler de racisme anti-Rome? Certains une réserve par rapport à cette notion de racisme, au même titre d'ailleurs que le racisme anti-juif. Il n'y a pas de racisme anti-juif, on parle d'antisémitisme. Est-ce que voilà, vous nous préciserez peut-être cette idée-là? Voilà, vous avez souhaité, Tommaso, que William Bila commence. Voilà, donc on va vous laisser la parole une vingtaine de minutes et ensuite ce sera Tommaso Vitale qui prendra la parole et on laissera à peu près une demi-heure de discussion et débat. Allez-y, merci à vous en tout cas et la parole est à vous. Merci beaucoup pour cette occasion, cette possibilité de vous rencontrer.
Juste tout très vite, d'abord, oui, je suis William Bila. Mon métier depuis le début de ma carrière était plutôt de faire le pont entre deux mondes. J'ai 30 ans d'expérience de pilotage de projets stratégiques dans des cabinets de conseil multinationaux et dans l'assurance, dans 5 langues, dans 5 pays. Et oui, je suis né aux États-Unis, j'ai grandi aux États-Unis et je suis en France depuis les derniers 10 ans. Au long de ma carrière, je me suis engagé comme bénévole dans le mouvement Rome civique pour la reconnaissance des droits civiques ainsi que la promotion de la culture, notre histoire, notre langue. Alors, je vais vous présenter d'abord un tout petit peu sur notre association, La Voix des Roms. Ensuite, qu'est-ce que c'est l'antiziganisme? C'est ça, ce dont je vais parler, l'antiziganisme. Et puis après, un peu de notre travail sur ce combat. Qu'est-ce que nous faisons concrètement, vite fait, dans 20 minutes. Donc, d'abord, la Voix des Roms, nous sommes une organisation, une association mixte au plan de la race, genre, classe, croyance. Nous voyons dans cette multiplicité des appartenances l'un des principes régulateurs d'une vie démocratique et pluriverselle. Le racisme est l'objet de notre combat dans la mesure où il est un vecteur majeur de désintégration de la démocratie réelle par l'exclusion des groupes racialement désignés. Et nous avons 3 activités principales. Nous avons un club de sport pour des jeunes dans les bidonvilles. C'est un projet socio-éducatif à travers des arts martiaux. Un deuxième grand champ de travail, c'est ce que nous appelons la Romani Resistance. Il s'agit de célébrer et d'un dispositif de mémoire collective. Du 16 mai 1944, c'est le jour du soulèvement du camp Tzigane à Auschwitz. Et c'est aussi une célébration où nous faisons un appel à être acteurs et debout parce que même dans cette pire des conditions qui existaient à ce temps-là, il y avait des gens qui ont décidé de prendre leur force et de faire un choix, de se battre pour ce qu'ils pouvaient dans des camps de concentration. Et on peut faire toujours un choix aujourd'hui d'agir. Mais le dernier champ d'activité, il s'agit d'un dispositif national de plaidoyer ou de lutte contre les discriminations qui s'appelle le mouvement du 16 mai. Et c'est à travers ce syndicat d'associations que nous avons commencé un projet dont je vais parler un peu plus tard, un projet pour contrer la haine en ligne, spécifiquement l'antiziganisme en ligne. Donc, voilà un peu qui nous sommes. Je peux peut-être vous aussi, si vous voulez, je vous envoie un lien pour notre association. Je le mets si je peux, dans le chat. Oui, juste pour votre information. Après, si vous voulez. Et puis après, maintenant, sur l'antiziganisme en soi, je vous donne quelques éléments maintenant, mais je vous donne aussi un autre lien. Si vous voulez, il y a un rapport qui est en français, en allemand, en anglais, en bulgare, dans 4 langues, qui décrit ce phénomène dans tous les détails. Et oui, ça existe en français. Vous pouvez lire si vous avez vraiment intérêt à étudier le sujet. Mais je reviens sur cette question, antiziganisme ou racisme anti-rom. Oui, on peut utiliser les deux, mais ça dépend des circonstances. Il y a des arguments pour utiliser un mot ou un autre mot. Si vous voulez vraiment, vous pouvez poser cette question après. Ce n'est pas vraiment le but pour moi de dire si c'est un mot est le meilleur mot ou l'autre. Parce qu'il y a des raisons et des contextes où ça passe ou peut-être ça passe pas selon certains acteurs dans le mouvement de droits civiques des Roms. Mais je parle de l'antiziganisme parce que en effet, c'est le but de notre combat. Premièrement, il est essentiel de comprendre que l'antiziganisme n'est pas une question de minorité, comme l'antisémitisme. Il est un phénomène de nos sociétés.
Et il se trouve, son origine se trouve dans la manière que la majorité sociale voit et traite ce qu'elle considère comme tzigane. C'est important ça, parce que dans ce cas-là, le langage est très précis. La perception d'être tzigane, qu'est-ce que ça veut dire? Mais afin de combattre l'anti-tsiganisme, nous devons déplacer notre attention sur la société majoritaire, tout en élevant la voix de ceux qui sont dramatiquement touchés par l'anti-tsiganisme, mais aussi qui sont habituellement réduits au silence par lui. Deuxièmement, je dirais que l'anti-tsiganisme n'est pas le résultat des conditions difficiles de vie dans lesquelles beaucoup de Roms sont obligés de vivre, ni le résultat de leur soi-disant différence. L'idée selon laquelle la promotion de l'intégration des Roms est le principal moyen de lutter contre l'anti-tsiganisme est une erreur qui méconnaît les origines et l'essence de l'anti-tsiganisme. Elle invertit la cause et l'effet. Et cela signifie, troisièmement, que traiter les effets du traitement discriminatoire, pauvreté, mauvaises conditions de logement, éducation au rabais, pour n'en mentionner que quelques-uns, est nécessaire. C'est nécessaire, mais ne contribue pas en soi à l'objectif d'éradiquer la source ultime de la position désavantagée de beaucoup de citoyens roms. Et par conséquent, l'anti-tsiganisme ne peut pas être traité comme un problème thématique, comme le logement, l'éducation, la santé et l'emploi. Il doit être traité comme une partie intégrante des politiques thématiques. Et enfin, ce qui distingue l'anti-tsiganisme, c'est son haut niveau d'acceptation sociale. Il existe une tolérance générale à l'égard des positions et pratiques anti-tsiganes. Le stigma moral attaché à d'autres formes de racisme est largement absent quand il s'agit de l'anti-tsiganisme. L'Europe a également vu émerger un anti-tsiganisme raisonnable parce que c'est blâmer les Roms et prendre des mesures discriminatoires à leur égard est trop souvent perçu comme étant justifié et légitime. Donc, l'anti-tsiganisme est la norme plutôt que l'exception du discours public. Je veux dire aussi, c'est vraiment un résumé de ce que vous pouvez trouver dans ce rapport de ce papier blanc qui existe en 32 pages. L'anti-tsiganisme n'est pas seulement répandu, mais aussi profondément ancré dans toutes les attitudes sociales et culturelles que dans les pratiques, ainsi que dans les pratiques institutionnelles. Le combattre est donc d'autant plus urgent et difficile. L'anti-tsiganisme ressemble à un vent contraire continu. L'inclusion des Roms restera illusoire tant que nous ne nous attaquerons pas à ce vent contraire lui-même. Donc voilà une description en gros de qu'est-ce que c'est l'anti-tsiganisme, le concept, ce que notre combat. Et au-delà de ce papier blanc où je vous avais envoyé le lien, il y avait des conférences sur ce sujet, il y a plein d'experts dans cette thématique. La semaine dernière, il y avait une conférence sur l'anti-tsiganisme dans le cinéma. Si vous voulez, je peux vous envoyer des informations là-dessus aussi, si ça vous intéresse. Mais peut-être plus concrètement, notre projet dans la Voix des Roms, il s'agit de la situation médiatique. Donc, si vous voyez comment les gens du voyage, les Roms, les Gitans, le traitement médiatique, les commentaires sont souvent bloqués. Si vous voyez un article, il y a des centaines de commentaires de gauche, droite, n'importe quoi, et vous voyez que souvent, il y a des propos très racistes et pas modérés. Un exemple, si vous vous en souvenez, peut-être la couverture du journal Valeurs Actuelles, publié au mois d'août en 2013,
à l'occasion, il y avait un dossier intitulé Rome, l'overdose. Donc, comme vous voyez la situation, ça nécessite des formations aux journalistes, ça nécessite des formations à nos bénévoles. Et nous avons un groupe de jeunes entre 19 et 25 ans, une dizaine de personnes qui sont maintenant, ils font l'objet de ce type de formation pour savoir comment répondre à ce type de propos de haine qui existent en ligne. Et notre projet, oui, ça donne des outils aux jeunes, des clés aux médias et autres influencers aux réseaux sociaux pour pouvoir répondre. En effet, est-ce que j'ai encore un peu de temps ou je continue ou vous valez? Yeah? OK. Donc, le projet s'appelle PECAO, Peer Education to Counter Anti-Gypsyist Online Hate Speech. C'est en effet, oui, un projet européen et nous faisons la déclinaison française. Donc, ça veut dire l'éducation entre pairs pour contrer l'antiziganisme en ligne. Et nos objectifs, c'est prévenir et combattre le racisme, la xénophobie et autres formes d'intolérance, de monitorer, prévenir et contrer le discours de haine et contribuer à l'amélioration de la réglementation et des politiques de lutte contre la haine en ligne. Je dois dire aussi que ce projet, comme j'ai dit, c'est un projet européen, c'est organisé par l'association Ergo Network et financé principalement par la Commission européenne et cofinancé par Google. Donc, en tant qu'antiziganisme, comme j'ai dit, c'est un racisme spécifique contre les Roms, les Sinti, les Gitans, les voyageurs et autres personnes perçues comme tziganes. Donc, dans l'imaginaire public, indépendamment du terme utilisé pour les nommer, ils sont les objets de l'antiziganisme. Et si peut-être je donne quelques exemples, je ne peux pas vous montrer les slides, mais il s'agit des tweets ou des propos sur les réseaux sociaux, comme par exemple, je cite, « Moi perso, les Roms, je les brûle au lance-flammes anti-rageux » ou, par exemple, les Roms ne volent pas les enfants des autres, ils ne savent pas déjà quoi faire avec ce qu'ils font eux-mêmes. Ce que nous avons, il y a plein de commentaires comme ça, des tweets, des commentaires sur les articles, et ça ne reste pas en ligne parce que ce qui s'est passé, peut-être vous vous souvenez, au mois d'avril 2019, il y avait un problème. Dans les bidonvilles près de Saint-Denis, il y avait des lynchages. En effet, il y avait des rumeurs que les Roms volaient des enfants pour ramasser leurs organes et vendre dans le marché noir. Il y avait des personnes qui ont été blessées, qui se sont restées chez eux, qui avaient peur de sortir de leur maison parce qu'il y avait ce type de pogrom qui était en effet ici en France. Et il s'agissait de quelques rumeurs dans les réseaux sociaux qui ont été répétées et répétées, échangées et sans aucune base. Donc, il s'agit maintenant pour nous oui, former quelques jeunes. Il faut faire un signalement, signaler aux plateformes de monitoring, identifier quand il y a un tel propos. Il faut faire une capture d'écran, on fait un dossier, on l'envoie au Pharos, la plateforme d'harmonisation, d'analyse et recoupement d'orientation du ministre de l'Intérieur, et faire une saisine de justice. Donc, et on va faire ça tout le long de l'année et probablement on va continuer des années avec ça. Mais avec ce dossier que nous ferons, il ne s'agit pas que de formation de quelques jeunes qui vont former leurs copains et les camarades partout, mais aussi quand on fait une analyse de ces données, on peut voir quel type de haine. Il faut faire cette analyse. Haine de quoi? Dans quelle occasion? Pourquoi? Parce que sans ces informations, on ne peut pas faire de combat contre ce type de violence.
Et voilà, en effet, ce que nous faisons. C'est plus ou moins ce que j'avais à dire. Et si je passe la parole à Tommaso, sauf si vous voulez autre chose pour le moment. On gardera les questions pour tout à l'heure. OK. Oui, mais si on veut ouvrir le débat, Oui. on peut déjà faire une première session de questions et après, moi, je vais rebondir plus tard. Comme ça, on fait plus interactif. S'il y a des questions pour William, c'est très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, hop là. Oui, J'ai une question. allez-y. Oui, bonsoir. Merci beaucoup. Je fais partie d'une association, d'un collectif qui est affilié à Rome Europe, comme la Voix des Roms. Ça fait donc plusieurs années qu'on suit des Roms qui habitent dans des bidonvilles et des squats dans notre ville. Et en fait, j'ai une question très générale. Pourquoi, contrairement à d'autres populations migrantes, pourquoi les Roms de Roumanie, parce que je ne connais que ça pour l'instant, pourquoi viennent-ils en France et s'établissent-ils dans des bidonvilles importants, plus ou moins importants, ça peut aller jusqu'à 300, 400 personnes, on en a un qu'à 300 personnes, et pourquoi il n'y a pas, comme dans d'autres populations qui viennent d'autres pays, une sorte de réseau qui fait que les gens petit à petit vont chez les uns, les autres, je pense au 13e à Paris avec les Asiatiques. Et donc pourquoi se retrouver dans des bidonvilles? Alors on peut me dire, c'est parce qu'il n'y a pas de logements sociaux, ainsi de suite. C'est pas si simple. On a eu des exemples de gens qu'on a accompagnés dans des centres d'insertion, des CHRS, et qui n'étaient pas à l'aise et qui sont revenus dans le bidonville. Donc c'est ma question. Et je ne sais pas vraiment répondre très directement. Je peux simplement commencer par le fait que je suis Rom slovaque. J'ai grandi aux États-Unis. Je n'ai jamais vécu dans un bidonville. Les Roms ne sont pas une classe sociale. Les Roms sont une ethnie. Donc, il y a plein de différents types de Roms et ce n'est pas vraiment à ma place de parler pour les Roms roumains dans les bidonvilles. Si je veux donner des raisons, je peux donner des raisons anecdotiques. Les gens pauvres ont quitté leur pays pour venir dans un pays où ils peuvent trouver du travail. Pourquoi ils sont dans un bidonville? C'est la situation. Ils sont pauvres. Ils préfèrent un bidonville en France et vivre des poubelles de France qui sont plus riches que ce qu'ils ont chez eux. C'est anecdotique. Je ne peux pas vraiment donner une raison globale, générique pour expliquer le comportement, mais je peux dire aussi anecdotiquement, par exemple, si il y a des cas des Roms de l'Europe de l'Est qui viennent dans des pays de l'Ouest et ils sont traités comme réfugiés, par exemple du Kosovo. Il ne s'agit pas d'une question de bidonville parce qu'ils sont insérés immédiatement dans la population générale. Donc, si vous voulez traiter la question des Roms qui sont en bidonville, oui, c'est une question d'habitation, c'est une question de logement. Pourquoi certains reviennent dans le bidonville? Moi, je ne peux pas du tout répondre à cette question parce que je ne sais pas les circonstances. Ce n'est pas il devrait avoir un problème avec qui ou où ils sont, quel était le problème avec l'appartement, pourquoi ils préféraient une chose à l'autre. Il faut demander eux directement. Je ne peux pas répondre plus précisément à ça. Ok, merci beaucoup. Je ne pense pas que ce soit une question de moyens financiers parce que, je vous dis, on connaît bien ces gens, enfin, on connaît bien, on les accompagne depuis plusieurs années, on a des relations parfois même amicales. C'est vraiment cette notion de regroupement, de besoin de regroupement, de chaleur humaine. Mais voilà, pourquoi retourner dans un bidonville? Bon, on va pas. J'ai bien compris ce que vous dites. Je ne vais pas trop insister là-dessus. Les Roms qui sont en région parisienne, en Île-de-France, c'est l'endroit où il y en a le plus
des Roms qui vivent dans les bidonvilles. Les bidonvilles où il y a des Roms, c'est en Île-de-France où il y en a le plus. On sait de l'ordre de 7 à 8 000 personnes. Voilà, bon, en Rome Europe, on connaît bien ça et c'est des gens qui habitent. Voilà. Mais c'est un problème, j'ai compris, c'est un problème particulier. D'accord. Est-ce qu'on va peut-être donner la parole à Thomasson? Juste une question, oui, Céline, donc Béatrice de l'Université de Picardie Jules Verne. Moi, j'avais une question. Donc, la Voix des Roms, c'est une association qui est très connue en France. Et d'un point de vue international, qu'est-ce qu'il y a dans les autres pays? Est-ce que c'est spécifique à la France ou est-ce qu'il y a des équivalents ailleurs? Est-ce qu'il y a des regroupements plus internationaux ou européens, par exemple? Nous sommes une association comme une autre et il y a d'autres associations de Roms dans d'autres pays. C'est pas forcément, ils ont d'autres noms. Ils ne s'appellent pas forcément la Voix des Roms. Il y a un mouvement et à travers, je peux dire, il y a une association, Umbrella Organization, qui regroupe plusieurs associations et nous faisons partie de ce réseau qui s'appelle Ergo Network, c'est à Bruxelles. Donc, il y a 2 ou 3 partenaires en Roumanie, il y a 2 ou 3 en République tchèque, il y a certainement une de Slovaquie. Je ne sais pas si nous avons quelqu'un de Pologne, mais oui, des associations italiennes, espagnoles, belges, allemandes. C'est un réseau, mais c'est un réseau spécifique. Il y a d'autres associations qui existent dans ces pays qui s'occupent d'autres questions, soit sociales, soit culturelles, soit linguistiques ou autres sujets. Mais nous n'avons pas des succursales ou des antennes de notre association spécifiquement, mais nous avons des partenaires, nous connaissons d'autres associations qui font un travail, je ne peux pas dire similaire parce que la situation en France est différente, c'est unique. Donc, ce n'est pas le même type de travail, mais dans le champ de travail pour les droits ou la culture, oui, il y en a plein. D'accord, donc vous avez lié des partenariats avec d'autres associations dans d'autres pays que la France. Oui. Ok, merci beaucoup. Peut-être juste une question par rapport aux jeunes. Vous disiez vous avez un programme, c'est ça, pour les jeunes. Oui, vous pouvez nous en dire un peu plus? C'est en effet ce que je décrivais. C'est des formations pour des jeunes pour ce combat de haine en ligne. Donc, il y a des ateliers où ils comprennent, où ils voient les propos qui sont partout, de les signaler, de prendre la capture d'écran et savoir comment répondre. Uniquement en ligne, c'est-à-dire, est-ce que c'est, par exemple, ces jeunes se déplacent dans les écoles ou je pense un peu au travail que fait Coexiste, peut-être, je ne sais pas si vous êtes en lien avec Coexiste, qui déconstruit les préjugés racistes, antisémites. Est-ce que, par exemple, ces jeunes vont rencontrer d'autres groupes de jeunes ou, Pour le moment, nous essayons de former ce groupe de jeunes, mais l'idée est qu'ils peuvent puis faire d'autres présentations à d'autres jeunes. C'est ça, la multiplication, oui. D'accord, ok, merci. Bon, cette fois, on va peut-être, il y aura peut-être d'autres questions qui viendront tout à l'heure, mais on va vous laisser la parole, Tommaso. Merci beaucoup, c'est une très belle occasion. Moi, j'essaye de rester un peu sur le parcours qui a tracé William Biela. Donc, je voudrais commencer avec 2 figures qui, à mon avis, sont très révélatrices de la question de la haine et de la haine dure contre les Tziganes. Alors, je commence par cette figure. On peut dire une personne qui se promène dans la rue, par exemple à Paris, dans une rue
par exemple, un boulevard Saint-Germain, qui c'est un peu le quartier de la mode à Paris. Donc, il y a toute la mode italienne et les personnes qui viennent acheter les beaux vêtements de Dolce Gabbana et de Armani. Et dans cette rue, il y a un monsieur qui voit une femme plutôt jeune qui demande de l'argent. Qui donc, voilà, il demande de l'argent, il montre sa pauvreté, il dramatise un peu sa pauvreté et cette personne regarde cette dame et dit quelques mauvais mots, quelques gros mots et dit « Mais comment c'est possible que depuis 50 ans que je passe en boulevard Saint-Germain, les Roms sont toujours là à demander de l'argent. » C'est une figure intéressante qui ça me fait beaucoup réfléchir, c'est-à-dire que la personne est en face d'une femme qui est plutôt nouvelle arrivée, plutôt d'une migration de la Bulgarie, mais dans son esprit, il y a une chaîne de catégorisation ethnique telle que les Roms, depuis 50 ans, sont là, ne se sont jamais intégrés, n'ont jamais trouvé du travail, n'ont jamais cherché du travail. Ils sont toujours là et toujours, ils demandent de l'argent. Mais en fait, si on regarde les personnes qui demandaient de l'argent en boulevard Saint-Germain il y a 10 ans, quand je suis arrivé à Paris, il n'y avait pas beaucoup de femmes bulgares. Il y avait quelques personnes plutôt en provenance de la Macédonie, très très pauvres, qui n'avaient même perdu leur nationalité. Et si on regarde, il y a 20 ans, quand j'étais étudiant à Paris, il y avait quelques personnes de la Roumanie. Et si on regarde il y a 40 ans, c'était plutôt des personnes qui venaient de la Bosnie, qu'on appelait lecteurs du Coran, Khorakhane. En fait, chaque nouvelle vague, petit nombre, les personnes arrivent et ils n'ont pas de chaîne migratoire. Et ils n'ont pas, comment dire, des réseaux de protection. Et ils n'ont pas des liens qui mélangent famille, nation et, on peut dire, village pour faire solidarité et redistribuer des opportunités. Et donc, ils arrivent, ils essayent des canaux d'économie formelle et informelle. S'ils n'y arrivent pas, essayent de développer des stratégies d'adaptation de courte période. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a très, très, très peu de familles roms qui font de la mendicité pour plus de 5, 8, 10 ans. On a une image, comment dire, de grande continuité, d'incapacité d'un entier groupe ethnique de s'intégrer et trouver leur voie, mais c'est un reflet de notre lunette, de notre façon à mettre ensemble des groupes très différents qui on appelle tziganes ou roms, mais en tout cas qui on homogénise beaucoup. Deuxième image que j'ai à l'esprit. Une femme, plus ou moins même âge de la femme qui demandait l'aumône, qui faisait de la mendicité, plus ou moins même âge, mais plutôt à l'aise. C'est une neurochirurgicienne. Elle a une belle carrière scientifique et hospitalière. Elle a de belles reconnaissances, une famille, mais elle partage avec moi une souffrance, c'est-à-dire elle dit,
Tu sais, Tommaso, moi, je ne dis pas à mes collègues, bien évidemment pas à mes patientes, que je suis Romni, c'est-à-dire femme qui parle la langue rom. Je n'aime pas ça. Je ne veux pas rentrer trop sur ça. Je l'ai fait un peu de façon militante dans le passé. Ça suffit. J'ai des enfants, j'ai une carrière. Je m'emmerde avec le racisme. J'en peux plus. Moi, je ne veux pas témoigner. Je ne vois pas le dire. Mais franchement, ça me fait du mal. C'est une situation très différente. On parle d'une femme qui a de l'argent, peut-être plus que moi, qui a une belle profession et un bel avenir, mais qui souffre un peu. Elle est mal à l'aise face à des choses qui sont importantes pour elle, qui ne sont pas loin d'elle, qui sont très, très importantes d'elle, et qu'elle ne veut pas nommer et pour lesquelles elle décide une stratégie très différente de Bill. Un manager, un consultant qui est capable de parler, elle décide... Un instant, ce n'est pas très gentil. Ouais. Elle décide une stratégie d'invisibilité. Alors, je pense que ces deux figures qui m'interrogent toujours sont importantes, c'est-à-dire le mystère de la présence depuis des centaines d'années de groupes ethniques qui ne sont pas très nombreux et qui n'ont jamais eu une forme collective empruntée à la nation, à l'identité en commun qui vise à une reconnaissance politique sur un territoire unique, sur la forme d'un État. Et c'est ce mystère de quelque chose qui a tenu depuis longtemps, avec une capacité de reproduction des liens d'amitié, pas vraiment de solidarité dans le sens technique du terme, pas des très très forts liens de, par exemple, de partage d'argent. Non, d'amitié, de solidarité, de mariage, de reproduction de la langue, des éléments culturels hyper adaptifs, internes au grand mouvement de la modernité et qui n'a pas pris la forme d'un peuple qui cherche à devenir nation sur un territoire unique, qui a été, comment dire, partout en Europe, vraiment en Europe et plus, qu'on retrouve depuis les fjords de la péninsule scandinave jusqu'au Moyen-Orient. On les appelle les Loms, les Dom, les Roms, plus plusieurs autres noms, et qui ont engendré toute une histoire très, très, très localisée, impossible à décrire sur un seul registre, une histoire très localisée d'intégration, de complémentarité économique. On ne connaît pas aucune ville en Europe qui n'a pas une présence de longue durée et changeante de groupes tziganes. Mais avec des sentiments qui peuvent être plus ou moins politisés d'hostilité. C'est ça qui est compliqué. Et plus on étude les préjugés en direction des tziganes, plus on trouve des choses horribles chez ceux qui les détestent, comme chez eux, ceux qui les aiment. Il y a des choses horribles chez ceux qui les aiment. Par exemple, l'idée que les Roms sont pauvres. Bill était très élégant en disant « ce n'est pas une forme de stratification sociale ».
Et c'est vraiment un point important. On a des très, très pauvres. On a des pauvres. On a des travailleurs. On a une classe moyenne. On a des entrepreneurs. On a des commerçants. On a des cultivés. On a des consultantes. On a des médecins. On a des riches. Et on a des très riches. Les Roms ne sont pas une catégorie sociale. On peut dire que c'est un peu un préjugé chez les solidaires, c'est-à-dire qu'au fond, on s'en fout des Roms. Nous, on veut aider les plus pauvres et les plus faibles. Mais c'est très dangereux comme préjugé. Vous savez, face aux grands enjeux de l'histoire et au moment les plus tristes de extermination systématique des groupes tziganes, et face aussi à la reconstruction d'après et les compensations, il y a eu un énorme débat. Par exemple, est-ce que les Roms ont été exterminés en tant que centaines de milliers de personnes tuées? Car Roms ou car pauvres? C'était les vagabonds, c'était les voleurs de poules qui ont été exterminés dans un moment où les gens à droite, et pas seulement, on a un peu exagéré sur l'ordre public, où ça a été un génocide ethnique. Moi, je trouve que c'est super dangereux si on regarde les histoires au pluriel localisées des Roms en Europe, de penser que les Roms font problème s'ils sont pauvres. Je pense que les Roms ont été tués, déportés, ostracisés, forcés vers des modèles éducatifs d'un type ou de l'autre, mis à côté du système éducatif national dans certains pays, pas dans tous, mais sans doute dans mon pays, jusqu'au moment où j'ai été enfant, moi, que je ne suis pas très vieux, bon, je suis un peu vieux, mais pas trop, les Roms ont été stérilisés et je trouve que c'est délicat de penser que c'était lié à des comportements, car l'épreuve historique n'est pas là. On était tués, même s'ils n'avaient pas des comportements, par exemple, de commerce itinérant. Bien évidemment, il y a eu des Roms transfrontalières, et notamment chez nos Alpes, c'est-à-dire les passages commerciaux en France, entre la Suisse, l'Italie, l'Autriche, la France, et aussi les Pyrénées et l'Espagne. C'était important. Et il y a eu des sérieuses questions. Même la constitution de l'Interpol s'est appuyée au début du XXe siècle, un peu avant, sur l'idée de contrôler un peu des groupes tziganes qui faisaient des commerces. Mais beaucoup de groupes très sédentaires qui faisaient l'élevage, et donc restaient là-bas, et étaient hyper professionnalisés et franchement affluents. C'est, par exemple, beaucoup de personnes qui faisaient l'élevage des chevaux dans mon pays, notamment dans le centre de l'Italie, ouais, ils étaient là, ils ne bougeaient pas, ils ne bougeaient jamais. Ils ont été amenés dans des camps de concentration. Et des gens qui ne faisaient pas du commerce, mais faisaient la transhumance, ont été mis dans des camps de concentration. Et des gens qui faisaient le commerce itinérant, eux aussi. Et des gens qui étaient très, très, très liés à l'économie agricole et géraient des complémentarités dans les fermes de la maisaderie, ont été mis et tués dans des camps de concentration. C'est très compliqué, très dangereux de penser que les Roms ont été persécutés par rapport à des comportements d'économie informelle plus ou moins licites liés au fait qu'ils étaient des minorités et donc quelquefois un peu stigmatisés, quelquefois à la marge du marché du travail.
dans l'histoire, on voit que, malheureusement, cette question de l'antiziganisme ne peut pas être réduite à des formes de violence dure face à des réactions par rapport à des comportements. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que il y a des mauvais préjugés, on peut dire, chez ceux qui aiment les Roms, chez ceux qui préfèrent regarder les aspects solidaires vers les plus pauvres. Et c'est des préjugés compliqués à gérer car, bien évidemment, on veut aider et soutenir les personnes les plus pauvres car ils puissent rentrer dans le marché du travail plus ordinaire, avoir un peu plus de ressources. Tout ça, c'est bien. Mais comme on a dit, ça va forcer les Roms sur des identités qui n'appartiennent pas à leur vécu et qui homogénéisent trop. De l'autre côté, on a des préjugés de très très longue durée face aux Roms et qui amènent à des sentiments de haine très forts. Lorsque des personnes équipées, scolarisées, avec des ressources, préfèrent ne pas revendiquer leur, par exemple, langue ou les rapports avec l'identité culturelle et ethnique sont des rapports très, très individualisés, sont pas figés, sont pas simples. Mais s'ils préfèrent se abstenir de donner voix à leur appartenance, c'est qu'ils ont subi quelque chose. Sur quoi repose le stigma? Moi, je dirais qu'il y a deux éléments qui sont forts. Le premier élément, c'est une hyperculturalisation du rapport au corps. Les Roms sont considérés comme peu rationnels et très, dans l'empathie, dans la musique directe, dans une sexualité hors contrôle, dans une incapacité de plan, de projection, dans une sorte d'état de nature d'esclavage, de sentiments, d'émotions qui prend plusieurs formes, y compris les plus racistes. Il y a beaucoup de gens en France qui, dans notre enquête, malheureusement, déclarent des choses abominables. Par exemple, type que les Roms, les Manouches, etc., ils bougent mal. Ils ont une déambulation asymétrique. C'est des choses de très, très longue durée du passé qu'on retrouve. Et qu'on sait bien, on ne le retrouve pas seulement envers les Roms. C'est des composants du racisme le plus dur qui attaquent les autres par rapport à leur rapport au corps. Et la deuxième chose qui est là, ça fait du mal à dire, mais ce n'est pas le rapport à l'argent, ce n'est pas le rapport au volet. L'autre qui est très fort en France, c'est un préjugé négatif face à les capacités pédagogiques et éducatives des Roms face aux nouvelles générations. C'est un préjugé très forte qu'on retrouve tous les jours lorsqu'on ouvre le type de forum que justement la Voix des Roms essaie de contraster par rapport à cette mobilisation extraordinaire de jeunes qui vont dialoguer, discuter et aussi dénoncer, mais qui est abominable, que ça rentre toujours dans le même casier, qui est soit ils volent les enfants, soit ils exploitent les enfants, soit ils les font prostituer. En tout cas, ils ne sont pas capables ni de soins, ni, encore une fois, de projection, ni d'amour, blablabla. C'est un rapport, comment dire, mauvais face aux nouvelles générations. Ça, c'est tellement fort, ça caractérise tellement, ça a amené à des telles vagues de... Vous savez qu'un des éléments de définition du génocide, c'est aussi
l'enlèvement d'un certain pourcentage d'enfants qui a été, par exemple, éprouvé par rapport à certains pays européens dans les années 70 et 80. Alors, il y a ces deux familles de très grands préjugés. Après, il y a d'autres mineurs, par exemple, qui les Roms exploitent l'État-providence, qu'ils n'aiment pas travailler, qu'ils aiment voler, mais sont moins enracinés. L'idée que les Roms sont un peu hors contrôle, n'ont pas une rationalité, une capacité. Vous voyez bien qu'ils, s'ils sont dans cette condition, c'est car ils ne sont jamais été capables de se organiser comme par contre tous les autres ont été capables de faire pour résister face aux violences. Et vous voyez bien qu'est-ce qu'ils tombent dessus, que les enfants, blablabla. Ces deux choses sont structurées dans la longue durée, sont très fortes, amènent à avoir un niveau de préjugés très fort, qui est moins forte chez les plus scolarisés, mais qui reste en tout cas trop forte même chez les scolarisés. Je voudrais dire une chose. Effectivement, les formes de rapport, amitié, travail en commun font beaucoup baisser les préjugés, même si ça reste des problèmes typique du racisme, c'est-à-dire dire « oui, bien sûr que mon copain n'est pas comme ça, mais il est une exception, il n'est pas un vrai Rome. » Et alors c'est là qu'on doit être très honnête avec nous-mêmes. Le préjugé contre les Roms fait ce que le président de la Voix des Roms vient de nous dire. William l'a dit très bien, ça fait partie profonde de la culture de la majorité européenne. Il faut vraiment se regarder dedans et nommer ce que nous-mêmes, on a comme peur, haine, malaise face à ce fantasme des Tziganes. Merci beaucoup, Tommaso. On va laisser du temps pour les questions. Qui souhaite Iris Farconde? Non, j'applaudissais simplement. Ah, d'accord, oui. Merci. Je n'ai pas su reconnaître l'icône. D'accord. Et puisque vous avez eu la gentillesse de me donner la parole, je me demandais si éventuellement vous auriez quelques lectures à nous suggérer, parce que moi je suis totalement ignorante de ces sujets. Et si vous aviez que ce soit des essais ou plus de la littérature, je serais très heureuse de découvrir des choses. Merci beaucoup. Ouais. Ouais. Je laisse peut-être Bill aussi répondre. Bien évidemment, la réponse est envoyez-moi un message de courrier électronique, je vous envoie quelques références. Je voudrais seulement rappeler deux choses. Première chose, ça dépend de l'engagement que vous voulez mettre, mais littérature, oui, il y a. Art, oui, il y a. Théâtre, oui, il y a. Mais il y a aussi la linguistique. On vient de perdre un grand collègue qui était linguiste et qui a beaucoup travaillé pour reconnaître qu'est-ce qu'il y a en commun dans la langue romanie et qu'est-ce que ça a changé par rapport à toutes les adaptations locales qu'on retrouve, car c'est une langue parlée au nord des États-Unis, dans l'Amérique latine, en Russie et comment dire, en Anatolie, en Turquie, et dans l'Afrique du Nord et dans l'Europe. Donc, bien évidemment, il y a beaucoup de différences, mais il y a des linguistes très importants qui ont travaillé sur ça et qui, quelquefois, sont très techniques, très difficiles. Quelquefois, c'est un vrai plaisir de lire comment ils ont été capables d'être bons pédagogues face, par exemple, à des histoires traditionnelles, de montrer l'adaptation de la langue dans plusieurs pays.
Et après, il y a un peu ceux qui sont un peu plus sérieux, quelques anthropologues, etc. Ce qui, pour moi, c'est la chose la plus intéressante, c'est que depuis, je dirais, une dizaine d'années, mais même 5 années, on voit naître, par exemple, des revues d'études un peu plus systématiques sur des formes de culture des Roms qui sont portées par des intellectuels ou des artistes roms. Et on voit naître quelques associations qui prennent un caractère peut-être, bien sûr, il y a toujours un caractère aussi social, mais aussi un peu artistique, culturel, mémoriel, symbolique. Donc, par exemple, moi, je vois, par exemple, la naissance d'un nouveau journal académique, on peut dire Critica Romani Studies, qui essaie de devenir un peu plus la voix des intellectuels roms dans plusieurs disciplines. Je ne dis pas qu'il sera la revue la plus passionnante au monde, ça reste un peu carré comme les revues académiques, mais on est en face d'une mouvance qui est, comment dire, de prendre un peu plus la parole face à une histoire qui était plus timide, où la stratégie de l'invisibilité était plus forte. Et donc, dans cette mouvance, on a plus de personnes qui écrivent des romans et plus de personnes qui développent de l'art pour, voilà, pour se présenter et pour représenter. Et après, email et les références. Mais Bill... Oui, je viens de mettre quelques liens parce que ça dépend, c'est un grand sujet. Vous cherchez de littérature sur... Oui, si c'est... le dernier lien que j'ai fait, c'était le Critical Romani Studies, ce que Tommaso vient de mentionner. Mais il y a aussi l'organisation, le European Roma Institute for Arts and Culture, c'est à Berlin, j'ai donné le lien. Il y a des rapports de monitoring des droits de la situation des Roms dans plusieurs pays européens. C'est un autre lien, c'est aussi dans la même université, Central European University, qui était à Budapest, mais maintenant existe à Vienne. Ils ont été déplacés. Et aussi, si vous cherchez de l'histoire des Roms pendant la Deuxième Guerre mondiale, j'ai donné un autre lien. Donc, il y a quelques références, mais ça dépend de ce que vous cherchez. Il y en a d'informations. Oui. Par exemple, et après je ne prends plus la parole, Iris, moi j'ai lu un livre extraordinaire, vraiment extraordinaire, sur un peu l'histoire d'un théâtre à Moscou. Et c'était un théâtre entre la musique et vraiment le drame, le théâtre, géré par une compagnie stable plus ouverture de Rome. Mais si on lit ça et on est un peu et on va trop vite sur la généralisation, on imagine que la forme culturelle de Rome puisse être le théâtre. C'est une histoire magnifique de longue durée. Mais par exemple, si je pense les personnes dans mon pays d'origine, surtout dans le sud de l'Italie, les formes d'expression artistico-culturelles les plus importantes étaient vraiment liées à des danses très rythmées, par ailleurs très similaires aux danses grecques, qu'on ne retrouve pas dans d'autres pays de la même façon, et à des fêtes religieuses, vraiment fêtes religieuses, avec des formes de danse qui rappellent un peu l'histoire de la capoeira, sur la même forme sociale de mise en scène d'une violence qui ne doit jamais s'exprimer par rapport au contact. Et c'est exclusivement face à des célébrations religieuses. Et voilà, et c'est très lié en culture agricole de la terre, blablabla. Il y a un certain rôle que les Roms du sud de l'Italie, dans certaines parts du sud de l'Italie, ont joué dans le développement des symboles religieux. Et ils n'ont jamais pensé de faire du théâtre. Et en même temps,
une culture énorme. Est-ce qu'on peut dire que la vraie culture rome, c'est celle des miens, ou est-ce que la vraie culture rome, c'est celle de Moscou et du théâtre? En fait, je pense qu'une des choses importantes que plusieurs personnes ont dit dans la dernière période, c'est on a l'obligation de faire une histoire culturelle de l'inscription localisée des groupes tziganes dans chaque micro-société urbaine ou rurale européenne, car ce sont des histoires différentes et elles doivent être racontées. Et le Conseil d'Europe est allé même plus avant, il a recommandé au ministère de l'Éducation d'introduire dans le manuel cette histoire, qui est une histoire de l'Europe et qui n'est pas une histoire homogène en Europe. J'avais une remarque, je ne sais pas si ma remarque est incongrue, mais c'est vrai que je ne peux pas m'empêcher de trouver des ressemblances avec certaines allégations anti-juives. Hein. Vous parliez du le vagabondage, les vols d'enfants, le rapport à l'argent. Là, c'est pauvre, chez les Juifs, les Juifs sont riches. Bon, c'est quand même frappant. Hein. Ouais. Et c'est pas lié à... C'est lié à comment, en Europe, on a pensé le rapport à des petits groupes. Moi, je le dis en termes démographiques. Je pense. Je peux poser une question? Alors, merci pour ces conférences tout à fait passionnantes, mais je me posais une question, bon, par exemple, par rapport à la France, où on a des communautés qui viennent de Bulgarie, de Roumanie, souvent effectivement misérables, et puis on a quand même une très importante communauté tzigane française. Est-ce qu'il y a des liens entre ces deux communautés, des liens de solidarité ou pas? Voilà, c'est une question que je me pose. C'est une très bonne question. Il y a certaines personnes qui font des liens entre les communautés, mais je ne peux pas dire au global, il y a des liens très forts. En effet, il y a toujours, je dirais, même une méfiance un peu plus forte parce que les populations tziganes françaises sont déjà, ou pas tous, mais souvent se trouvent dans une situation déjà pas stable socialement, où ils ne veulent pas dévoiler qu'ils sont tziganes, ou ils ne le revendiquent pas forcément trop fort, ou ceux qui le sont très locaux, et ils voient les autres comme, oui, ce sont des étrangers, oui, peut-être il y a quelques mots qui sont les mêmes mots que nous utilisons, mais c'est une autre langue, ils parlent d'une autre manière, et eux, ils vont nous tirer en bas. Nous sommes déjà assez en bas, nous n'avons pas besoin d'être tirés encore plus en bas. Donc, il y a, et je ne peux pas généraliser, je peux dire juste, il y a beaucoup qui pensent comme ça, il y a certains qui essaient de faire des liens. Il y a certainement, je connais, nous avons dans notre association des membres de gens du voyage qui aident les Roms immigrés et les Roms qui sont installés depuis quelques années en France d'une autre génération qui sont venus. Nous essayons de tous travailler ensemble, mais nous sommes un petit groupe. C'est notre effort, c'est notre espoir de faire vivre ça plus largement, mais c'est difficile quand on est déjà méfiant de tous les autres. On se sert dans des petites communautés, dans la famille, et c'est ça où on a la confiance. On ne fait pas trop confiance aux autres. Et surtout, on ne va pas risquer quelque chose pour quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc, il y a certaines solidarités et certaines méfiances. Ça dépend de la situation, mais non, en gros, quoique, je peux dire, en France, c'est probablement le pays qui a la plus grande diversité de types de peuples roms, parce qu'il y a, oui,
ceux qui sont venus en 1429, et il y a ceux qui sont venus au 19e siècle, il y a ceux qui sont venus de la guerre civile d'Espagne, il y a ceux qui sont venus de l'Espagne, mais à travers Algérie, et sont venus comme pieds noirs en France, il y a ceux qui viennent de pays de l'Est après la Deuxième Guerre mondiale, et puis les nouvelles vagues après la chute du mur de Berlin en 89. Donc, ce sont beaucoup de groupes différents qui existent ici. Certains se rencontrent, certains se connaissent, certains non. Et parce qu'il n'y a c'est pas un environnement qui soutient ce type de communautarisme. En effet, on s'éloigne, il n'y a pas une communauté. Oui, merci pour cette réponse. Mais voilà, c'est dommage aussi, il faut le dire. Je trouve aussi. Oui. Mais je pense que il faut aussi assumer jusqu'au bout la question tzigane, qui a des parallélismes très importants avec l'antisémitisme, mais il ne faut pas complètement passer de l'un à l'autre sans voir les différences. Alors, je sais bien, j'ai un peu étudié, je sais qu'on ne peut pas réduire le peuple juif à une religion. On le sait bien. Mais quand même, un point de force est lié à un ancrage religieux fort. On sait parfaitement qu'on ne peut pas réduire le peuple juif à un modèle, nationaliste, en tout cas, qui fait référence à un État-nation avec caractéristiques géographiques. Mais quand même, il y a un référentiel géographique important. L'ensemble des groupes tziganes trouvent des formes de solidarité, par réseau. Donc, l'un par rapport à l'autre, je donne confiance à toi qui est en relation avec quelqu'un d'autre, donc tu es Rome pour moi car je sais que, si l'autre après, en tout cas, tu vas garantir pour moi. Il y a des formes de solidarité qui peuvent s'étendre et étaler, ils sont super intéressants, mais il faut comprendre que c'est quelque chose que les Roms ont inventé et qui d'habitude on ne regarde pas. Donc on a toujours, je ne le dis pas avec, avec arrogance, mais il y a toujours un peu l'idée de dire, mais alors, est-ce que vous pouvez apprendre quelque chose de Martin Luther King, de ce que les Noirs ont fait aux États-Unis dans les années 70? Alors, est-ce que vous pouvez apprendre un peu plus du modèle du sionisme? Alors, pourquoi tout le monde y arrive et vous n'y arrivez pas? C'est-à-dire que les parallélismes sont bons, mais en tout cas, il y a des différences. Et ces différences sont importantes. Et ces différences amènent, par exemple, lorsqu'il y a quelques liens religieux, c'est plus simple. Les pentecôtistes font un peu de solidarité entre groupes pentecôtistes. Si après tu n'es pas pentecôtiste, bye bye. Ou ceux qui viennent, par exemple, du même pays, alors ils trouvent des formes de récomposition. Mais voilà, le fait que les Roms, en tout cas, n'ont pas un territoire où ils sont majorité, n'ont pas, un modèle clair de nation et ils n'ont pas une référentiel religieuse unique, c'est important. Et ils n'ont même pas les mêmes couleurs de la peau. Et ça, c'est une autre chose importante. Il ne faut pas le nier. Et après, on peut ouvrir toute la question du fait que même chez les minorités racisées noires,
les couleurs de la peau sont énormes, très différentes. Et c'est très important à développer. Et ce que je veux dire, c'est que voilà, les formes d'action collective sont plus réticulaires que construites sur des choses stables. Sont plus par confiance et donc ils prennent du temps. Mais c'est clair que dans des lieux où on laisse le temps, par exemple, il ne faut pas le nier, moi je suis grandi à Milan. Et franchement, les Arvati, les Sinti, les Stracanaria, etc., voilà, ils sont hyper solidaires entre eux. Mais ça a pris 40 ans, la construction de cette union romanie localisée. C'est joué sous des liens, c'est joué sur des complémentarités économiques, c'est joué sur certains secteurs du marché du travail où ils sont recomposés ces liens et aujourd'hui les familles ont des échanges et la langue, c'est aussi, elle a un peu à niveau local englobé différents dialectes, mais ce n'est pas été fait par rapport à un référentiel externe. C'était très réticulaire, très confiance. Ça prend énormément du temps. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pourrais juste ajouter un peu aussi. Oui. J'attends s'il y a une question, mais juste la réponse de Tommaso m'a fait réfléchir un peu aussi d'autrement parce que oui, ça va prendre du temps. Si on voit la nouvelle génération des activistes, des militants au niveau international qui parlent anglais, qui se rejoignent en Bruxelles, qui se parlent entre eux, il y a une certaine solidarité qui se développe. C'est quelque chose de nouveau et ça, c'est les derniers 30 ans. Et je vois vraiment une différence. J'ai vécu une différence parce que j'ai vécu à Prague dans les années 90. Et ce n'est pas qu'après 2010, quand je suis venu en France, que la nouvelle génération, j'ai commencé à voir qu'ils réfléchissent un peu différemment. Ils essaient de travailler les uns les autres avec les autres pays pour comprendre les bonnes pratiques, qu'est-ce qui s'est passé, comment nous pouvons apprendre des autres situations pour nous aider nous-mêmes. Et ça, oui, ça continue à se développer. Mais c'est aussi oui, parce qu'il commence à parler anglais ou français ou autre langue, mais il y a cet besoin de communiquer dans un autre niveau et avec des personnes qui ont une certaine, je dirais éducation, mais éducation, une certaine connaissance de leur valeur, de leur identité. Et si je prends l'exemple de ma mère, par exemple, à l'âge de 37, 38, elle est allée aux États-Unis avec mon père. Je suis né là-bas, mais elle est partie de la Slovaquie sans avoir jamais entendu que les Roms sont une ethnie. C'était une classe sociale pour elle, quoique eux, dans leur village, dans la famille, ils ont décidé, mais comment ça c'est possible que nous sommes qu'une classe sociale si nous avons notre propre langue? C'est pas logique. Comment ils peuvent dire ça, les professeurs? C'est pas logique. Donc, on a tout un discours qui existe au niveau local en Slovaquie. Elle vient aux États-Unis, elle commence à regarder, les gens d'Inde, ils ont un peu le visage comme quelques personnes dans mon village. Elle fait 2 plus 2, elle regarde dans une encyclopédie, elle découvre que les origines des Roms viennent du 10e siècle de l'Inde et ils sont venus en Europe. Et puis elle voit, et la langue, comment on compte, Yek, Dui, Tri, Shtar, Panch, c'est 1, 2, 3, 4, 5. C'est le même que dans la langue hindi ou punjabi. Donc, elle apprend ça tout seul, sans avoir fait des études universitaires, puisqu'elle a quitté le pays, elle a découvert tout ça. Et avec ça, elle peut commencer à avoir un peu d'idées, d'identité et d'avoir une solidarité auprès des autres. Quoique, si
on est né dans un pays où on n'accepte pas qu'on n'est qu'une classe sociale et on n'a pas une langue, une culture, une histoire, on n'apprend rien de cette histoire, comment on peut créer des liens de solidarité avec quelqu'un qu'on ne connaît pas vraiment? C'est très difficile. Mais si on prend tout ça en compte et d'autres personnes qui apprennent cette histoire d'exclusion, apprennent cette histoire de nomadisme, sédentarisme, on apprend à comprendre, c'est la même expérience dans plusieurs pays qui nous unit. C'est quelque chose qui nous fonde beaucoup plus, nous avons beaucoup plus en commun entre nous que les différences. Quoique, nous ne sommes pas homogènes et il faut accepter ça. C'est un discours continu dans nos communautés, dans les peuples roms. Il faut reconnaître que, oui, il y a certains qui pensent d'une manière, on peut dire, aussi parallèle comme... C'est une comparaison parallèle avec les Juifs. Il y a certains qui sont orthodoxes, qui s'habillent d'une certaine manière, ils ont certaines traditions. Il y a ceux qui sont moins conservateurs, libéraux, et ils sont plus modernes, et ils arrivent à se comprendre entre eux. Donc, c'est pas exactement le même, mais ça commence. Si vous avez autre question? Bonsoir. Bonsoir. J'espère de réussir de parler en français parce que ça fait 2 ans que je ne le parle plus. Merci pour cette très intéressante rencontre. Je suis Claudia Mantovan, je viens de l'Université de Padoue. J'ai une question sur laquelle je suis en train de réfléchir, sur la lutte contre l'antiziganisme. Comment on peut balancer la lutte au racisme envers les Roms avec la lutte contre l'exclusion sociale. J'ai une petite anecdote à dire pour faire comprendre mieux ma question. Il y avait une présentation online d'un livre en Italie qui s'appelle La razza zingara, la race zigane, écrit par le président d'une association qui lutte pour les droits des Roms. 21 luglio, l'association 21 luglio, c'est une association qui s'appelle 21 luglio, de laquelle fait partie aussi Tommaso Vitale. Et le président de cette association a écrit ce livre et à la fin de ce livre, il fait toute une histoire du politique habitative des Roms en Italie qui sont centrées sur l'idée que les Roms sont différentes et pour cette diversité, ils sont mis dans les camps Roms, les camps nomades. Et il fait cette histoire à la fin, il dit que ce serait mieux quand on parle de marginalité habitative, de ne même pas utiliser le terme Rome. Parce que ça, en Italie, a provoqué ce phénomène-là, qui est le phénomène des camps nomades, hein, qui c'est une ghettisation habitative. Et à cette affirmation, le président d'une association de Sinti en Italie a écrit dans ses commentaires, mais si on déethnicise cette question, comment on fait à combattre la spécifique forme de racisme qui est l'antiziganisme? Et si on déethnicise, comment on fait, pour exemple, à demander la reconnaissance du droit, la reconnaissance des statuts des minorités linguistiques pour les Roms et les Sinti en Italie? Donc, je pense que cet épisode peut faire comprendre cette tension entre l'importance de lutter contre de lutter pour l'inclusion sociale de ceux des Roms qui ne sont pas inclus, mais aussi de ne pas
de ne pas éliminer la question que vous aussi soulignez quand vous disiez l'antiziganisme, ce n'est pas un thème comme un autre, ce n'est pas un thème comme la santé, comme l'housing, comme l'insertion économique, mais c'est un thème qui doit être dedans tout, parce que c'est vraiment une question structurelle. Donc, ma question est là, comment on fait à balancer le fait de reconnaître ce qu'il y a en commun entre les Roms et les autres populations qui sont racialisées, qui sont marginalisées, et ce qu'il y a de spécifique, sans stresser trop la spécificité et créer une sorte d'essentialisme et de diversité excessive. Pardon, mon français, c'est vraiment terrible ce soir. C'est très bien, c'est une très bonne question, je comprends très bien. C'est très difficile et je ne sais pas si je peux dire directement, mais je peux donner aussi une autre anecdote pour donner un exemple parce que, oui, on ne peut pas faire une politique sociale qui est ciblée pour une ethnie parce que si on veut aider les pauvres, il faut aider les pauvres et pas une ethnie. Si on veut aider une ethnie, il faut penser à la culture, aux autres choses, tout ce qui est dans une culture et pas que la pauvreté. Si, par exemple, en effet, s'il y a une inégalité, s'il y a des pauvres qui ont accès à des logements, et il y a d'autres pauvres qui n'ont pas accès au logement. Donc, il faut traiter cette question d'inégalité. Et tous les deux ont besoin d'un logement, mais il y a un qui a accès et l'autre qui n'a pas. Pourquoi il n'a pas? C'est ça la politique. Ce n'est pas forcément une politique ethnique, c'est une politique contre la pauvreté, mais qui cherche qui n'a pas accès, qui n'a pas encore réussi à obtenir ce qui existe, comment est-ce qu'on peut appliquer la loi avec équité? Parce que c'est la même chose avec... ce sont des symptômes. Ce sont des symptômes. Si quelqu'un est pauvre, quelqu'un est exclu, mais la racine, il faut le traiter. C'est comme si quelqu'un a des problèmes avec les poumons. Est-ce que tout le monde va être traité si c'est la pneumonie, c'est Covid, c'est la grippe? Non, il faut savoir traiter la racine, la raison, et puis on donne un autre traitement. On ne peut pas traiter tout le monde de la même manière, sinon pas tout le monde la même maladie. C'est une autre condition. Tout le monde n'est pas dans le même niveau. Si tout le monde était au bord de la mer, si on prend la hauteur, et il faut monter pour être dans une position plus stable, mais il y a certains qui sont déjà sous l'eau. Il faut les mettre à bord de la mer avant de les traiter. Sinon, il faut nager pour les attraper. On ne peut pas donner comment est-ce qu'il faut marcher d'un pas en haut dans la colline si il faut nager d'abord. Et on ne fait pas cette analyse. Donc, c'est ça le problème. C'est ça le problème que je vois. Et c'est comment je peux répondre. Peut-être Tommaso a quelque chose un peu plus élégant à dire. Non, moi je n'ai rien à ajouter. C'est-à-dire que d'un côté, sur le plan intellectuel, c'est plutôt simple de dire des politiques universelles pour les pauvres, plus du droit antidiscriminateur pour tous les autres. C'est vrai qu'après, lorsqu'on voit que les politiques antidiscriminatoires ne sont pas faites sur les Roms, les politiques de promotion ne sont pas faites en direction des aspects culturels des Roms, que les politiques sociales en direction des Roms, si sont universelles, ne sont pas
en direction des Roms. Si sont pour les Roms, elle prend toujours une forme ségrégationniste, voire de vrai racisme institutionnel, en tout cas avec des présupposés énormément forts sur les Roms qui sont très, très discriminatoires en nature. C'est compliqué, c'est-à-dire que les deux choses, d'un côté, elles sont en tension et de l'autre côté, ne sont pas très efficaces. Donc, on peut développer beaucoup de réflexions en termes de politique publique sur des compromis, des ajustements, etc., etc. Moi, je prendrai l'autre roue, c'est-à-dire, d'un côté, face aux politiques pour les pauvres, il faut faire un peu plus de critiques et pas des dispositifs précis et targetisés pour les Roms, sachant que voilà, la France a même fait des politiques exclusivement en direction des bidonvilles roms et des politiques en direction des bidonvilles des autres. Donc, c'est pas seulement l'Italie, voilà, c'est très poussé. Il y a des villages d'insertion qui ont été pensés, faits avec des dispositifs contractuels qui n'étaient utilisés exclusivement pour les Roms. Donc, on peut le dire ou pas, on peut mettre ou pas la parole Rom, nomade, tzigan, mais en tout cas, c'est une forme d'intervention hyper-ethnicisée. Moi, je suis plutôt, par rapport à ça, de penser la critique qui peut faire évoluer et par rapport au reste, d'avoir une politique très, très poussée de nommer, raconter et légitimer et institutionnaliser l'histoire localisée des Roms. C'est un peu faible, c'est une des vies pour faire face à ces tensions. Après, moi, je ne critique aucune position, c'est-à-dire si quelqu'un dit, voilà, la situation est terrible pour les Roms, il faut vraiment faire quelque chose seulement pour les Roms, en termes de politique sociale, je peux voir un peu le danger, mais je comprends pourquoi, face à de tels niveaux d'hostilité, de violence, on peut aller dans cette direction. En tout cas, ce que j'observe, c'est que la tension entre culturel et social dans cette question a amené beaucoup de gens à se faire, entre guillemets, la guerre à l'interne lorsque le problème était externe. Voilà, ces différentes stratégies, elles peuvent être plus ou moins radicales, plus ou moins correctes, mais en tout cas, le grand problème reste cette structuration de longue période, de lunettes qui empêche d'assumer le mystère tzigan, le mystère rom, qui transforme le mystère rom dans une cauchemar tzigan. Merci. Est-ce qu'il y a peut-être une dernière question? Sinon, on va en rester là. Non, il n'y a pas d'autres questions. Oui, Filippo. Ce qui m'a surpris, c'est que vous avez tous les deux, William, vous avez parlé d'imaginaire collectif et Tommaso, tu as parlé à la fin de ton intervention de fantasme. Or, dans les deux cas, effectivement, moi, ce que j'entends, comment dire, ce que je récupère de tout ça, c'est comme s'il y avait une sorte d'archétype, en fait, d'image, de figure, voilà, et qui préexiste et qui reste, même au-delà. Et ça me faisait penser, je n'avais jamais pensé en ces termes, c'est moi aussi un petit anecdote, mais dans le langage, moi je viens du nord de l'Italie, de la campagne, il y a un petit mot en dialecte, donc la langue parlée par mes grands-parents qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale, ils sont nés en 1929,
qui désigne vraiment le tzigane, le gitan, et qui est un mot qu'on dit par exemple aux enfants comme quelque chose qu'il faut absolument ne pas être. Ou qu'on peut dire au même titre de quelqu'un du village, par exemple, qui n'est pas forcément pauvre, ce n'est pas une question de richesse, mais qui est quelqu'un de négligé, qui se néglige lui-même en quelque sorte, qui est donc auquel on ne peut pas faire vraiment confiance, qui peut être un peu sale et qui se déplace à droite à gauche un peu sans domicile fixe. Et il peut être bien quelqu'un, je veux dire, au 100% italien, de racines d'une famille italienne, mais qui néanmoins donne une figure, incarne comme un personnage mythique en quelque sorte, toutes les caractéristiques du gitan en fait. Et voilà, il y a vraiment cette sorte de, comment dire, d'éducation sur le racisme qui commence très tôt, parce que si on entend ne sois pas un gitan, ne fais pas le gitan en dialecte par sa grand-mère, etc., c'est sûr que c'est une image, ça aussi, qui reste dans la tête, non? Et qui se fait même au sein de la famille d'une manière, d'un côté absolument très peu violente, c'est-à-dire qu'on ne va pas, voilà, mais d'un côté, elle est encore plus violente parce qu'elle rentre dans le langage et dans le sentiment de ressenti des enfants. Et quel est ce mot, Filippo? Sengen, qui vient de zingaro, donc gitan. Hein, Sengen est vraiment quelque chose. Moi, vraiment, j'entends la voix de ma grand-mère encore qui le dit. On peut avoir le noir. Bon, ça, effectivement, c'est quelque chose de la peau, on le voit. Mais le Sengen est vraiment quelqu'un qui est transversal et transculturel, je dirais, et un personnage du village, comme un petit peu vraiment presque un archétype du carnaval, quoi. Quelque chose qui incarne vraiment. C'est pas un peu l'équivalent du bohémien en français? Oui, mais, Hein? Oui. mais pas complètement, mais en effet, oui. C'est le problème, c'est le mot. On arrive dans la question de anti-tsiganisme ou racisme anti-rom. Et mon point de vue que l'anti-tsiganisme, dans ce cas, est le meilleur mot parce que le tzigane n'est pas le rom. Le tzigane, dans toutes les langues du pays de l'Est, c'est un mot péjoratif. C'est qu'en français où ça reste quelque chose de neutre. Ah oui, c'est ça. D'accord. Donc, le mot tzigane est péjoratif. Ah oui. Le tzigane, c'est un exonyme, ce n'est pas notre mot à nous, de notre langue, c'est rom. Le mot tzigane n'existe pas du tout dans la Roumanie. Et c'est à travers cet concept, cette idée, cette image tzigane qui est tout ce qui est l'autre. On attrape certaines images qui font partie de la culture rom aussi, mais ce n'est pas un rom, c'est un tzigane. Et un tzigane, c'est quelque chose de mythologique, qui n'existe pas, et ce transfert d'image est donné au rom. Ce n'est pas 100% rom, c'est quelque chose d'autre. Et cette cette idée est vraiment devenue en mode, en vogue, avec puissance au milieu du 19e siècle, dans la haute colonisation, dans la nationalisation, la création des pays-nations en Europe. S'il n'y avait pas le tzigane, vous n'existeriez pas. Parce qu'il n'y aura pas d'italien, il n'y aura pas d'allemand, il n'y aura pas de français, parce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas vous. Et c'est le tzigane. Et c'est pour ça, quand j'ai découvert ça, je me disais, et c'est pour ça qu'on ne peut pas suivre la route des Africains-Américains avec Martin Luther King, parce que ce n'est pas le même combat, parce que le tzigane est ancré dans toutes les cultures d'Europe. Ce n'est pas le même combat et ce n'est pas la même réalité politique et historique. Quelle réalité historique? Vous parlez par exemple des Noirs aux États-Unis.
Donc, ce n'est pas la même réalité historique. Exactement, exactement. Et là, de ce que vous dites, moi, je trouve ça vraiment intéressant, non pas intéressant, passionnant, c'est effectivement ce que disait Filippo, le côté transversal. Et donc, ça crée un mystère, et qui dit mystère dit une relation d'inconnu, d'où la mobilisation des fantasmes, c'est-à-dire concerner quelque chose qui nous échappe. Ça fait comme vraiment un autre, mais autre dans son altérité radicale. Donc, il y a quelque chose comme ça qui me paraît tout à fait intéressant. Parce que vous avez, j'ai entendu le mot fantasme et j'ai entendu le mot mystère. Oui. Donc, voilà, ça fait vraiment penser au dernier ouvrage de Delphine Horviller sur l'antisémitisme, en fait, ce que vous dites, je trouve. Oui, cette figure de l'autre, effectivement. L'autre et l'autre étranger aussi. L'étranger et l'étrangèreté, comme disait Félida. Donc, insaisissable. Oui, d'où le côté inquiétant. Inquiétant, c'est ça. Et en même temps, l'étrangère, l'inconnu, mais l'étrangère de l'intérieur. C'est ça. Qui habite là. Et après, je voulais dire une chose très importante je voulais rebondir sur une chose que William Bill a dit, c'est-à-dire, en tout cas, il y a des choses que, les grandes transformations liées aux social media d'aujourd'hui accélèrent énormément. C'est-à-dire que, voilà, comme il disait, sa mère, bon, en Slovaquie, la Slovaquie n'était pas une société multi quelque chose, en tout cas, il n'y avait pas des Indiens. Et c'est New York où elle a pu rencontrer ça. Elle a fait une énorme accélération. Mais ça, c'est vraiment important, c'est-à-dire que nos parents n'étaient jamais exposés dans certains pays européens à la migration de personnes de l'Asie. C'est super important. Aujourd'hui, l'exposition à la connaissance des autres, aux jeux sur Fortnite avec des personnes partout dans le monde, la possibilité de se rencontrer, de voir, de connaître, de penser, de réfléchir, de faire, de se rapprocher des choses, c'est énorme par rapport à il y a quelques années. Et ça fait bouger beaucoup. Ça, c'est vraiment très, très fort. Moi, je reviens sur ce que disait Philippe. Pour moi, c'est clair que, les Tziganes étaient les seules formes d'étrangers de la ville où je suis vécu, par exemple, à l'école primaire, il n'y avait aucun étranger. J'étais dans un quartier populaire de Milan, mais il n'y avait pas d'étrangers dans les années 70. Il n'y avait pas d'étrangers. Zéro. Et ce n'était pas un pays colonial, il n'y avait pas. Et les Tziganes étaient les seuls étrangers, même pour les Roms. OK? Les Tziganes dans le sens de ceux qui venaient de façon un peu saisonnière, qui venaient surtout pour faire certains métiers, étaient les seuls étrangers, même pour les plus stables chez les Roms, dans le quartier. Donc, il y avait historiquement ce rapport à l'étranger de l'intérieur qui a une dimension archétypique. Bon, sur cet archétype, on va en rester là. On vous remercie infiniment, tous les deux, et puis merci à vous aux autres d'avoir été là. On se retrouve, pour ceux qui le souhaitent, le 18 mai. Ce sera une conférence de Bruno Chawat, qui est un franco-américain, qui parlera qui pose une question: la musique est-elle raciste?
voilà, sur la question de la moralisation, effectivement, de la musique de l'art dans un contexte de redéfinition de l'antiracisme, qui fait beaucoup parler en ce moment dans les médias. Donc voilà, on se retrouve Oui. Mais avant le 18 mai, on espère bien évidemment que le 16 mai, on puisse vous retrouver pour la grande manifestation. On ne sait pas si ce sera en ligne ou hors vrai, que la Voix des Roms organise pour faire mémoire de ce qui s'est passé le 16 mai 1944. Non, c'était une blague. Nous sommes en train d'organiser quelque chose. Nous ne savons pas si Tommaso, vous nous donnerez le lien. Oui. Et comme ça, je le diffuserai dans la newsletter du RRA. Comme ça permettra à ceux qui souhaitent de venir vous rencontrer le 16 mai. Bien sûr, on commémorera avec vous. Voilà. Merci beaucoup à vous et à très bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.